21 mars, et j'aimerais traiter de quelque chose que j'ai envie d'appeler vagabondage, vagabondage moétal. C'est-à-dire une sorte de promenade avec les mots, mais seulement un peu au gré des enchaînements et au gré des associations de mots et d'images. Après avoir traité cela sous le vocable de... en fait, je viens de l'oublier, sous le vocable de divagation, et qui m'apparaît quand même un peu dévalorisant pour la chose que je veux faire. C'est vrai que la divagation est une sorte de chose qui se situe sur un registre un peu, un peu pathologique, si l'on veut dire. Or, pour moi, il ne s'agit point euh, d'un phénomène pathologique, pas du tout, en aucun cas. Il s'agit d'amener quelque chose qui est à l'intérieur de soi, l'amener vers l'extérieur, l'amener vers la lumière. Cette chose peut se présenter de façon désordonnée. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de colonne vertébrale, puisque sa vocation première est d'amener les mots au monde, de les amener vers le monde de la matérialité. Les mots, on les a en nous. Les sons, les paroles, les monologues, les échanges de toutes sortes, qui restent d'habitude confinés à l'intérieur de notre mental. Seulement, quelquefois, on a envie de les faire se prendre une autre configuration, une autre corporalité, c'est-à-dire ne plus rester dans une sorte d'infra de monde un peu infra, mais d'aller vers le monde réel. Un mot, une fois qu'il est prononcé, il a autant de réalité qu'un phénomène physique. Il devient par là même un phénomène physique, une réalité. Il signifie quelque chose, il cherche à représenter quelque chose, il a une fonction. Il peut être utilisé par d'autres pour un autre usage. Il est là en tant que matérialité. Cette matérialité peut produire, contribuer à la production d'autres matérialités. Un mot peut résonner différemment dans l'esprit de quelqu'un d'autre et l'amener à plutôt à l'amener à dire ou à penser, à l'incorporer, l'amener à l'incorporer dans autre chose, soit de façon oppositionnelle, soit de façon, c'est-à-dire une intégration positive. Les mots ne font réagir et soit nous les incorporons à notre propre lexique, soit nous les rejetons, mais ils ne nous le laissent pas indifférents. Et donc ça contribue à quelque chose. Et donc la promenade, le vagabondage moétal
est quelque chose qui est à la portée de tous, à n'importe quel moment, et au milieu de tous ces mots dits par certains. Certains mots sont répétés depuis toujours. Il y a des gens qui ont parlé à un certain moment de leur vie et leurs paroles sont toujours là. Alors, eux, ils ont la légitimité, et à nous aussi, d'avoir ou de réclamer cette légitimité puisque nous produisons quelque chose qui est neuf, qui est original, si l'on peut dire. Voilà un peu le problème central auquel j'ai pensé avant d'avoir le titre en tête, c'était cette interrogation à propos de la façon avec laquelle nous menons notre vie. Moi j'essaie de comprendre, j'imagine comme beaucoup d'autres, et seulement quelquefois les pistes de compréhension et d'analyse qui s'offrent à mon esprit ne sont pas toujours les pistes les plus explicatives, les plus... quelquefois, c'est une approche. Et à un moment donné, c'est une possibilité. À un moment donné, cette possibilité, nous la prenons pour quelque chose de bien fondamental. Or, elle reste juste une partie du problème, une composante, et pas tout à fait essentielle. Ainsi, quand j'ai voulu traiter de l'ennemi ultime, je me suis un peu trompé. En fait, l'ennemi ultime n'est pas une personne, évidemment, c'est un ensemble de personnes. Ainsi, quand je suis avec quelqu'un, évidemment, moi aussi, je suis un être social, ou j'ai été un être social. Donc, moi aussi, j'ai contribué à créer cela, à créer de la diversion, à créer de la distorsion, à créer de la divergence inutile. Je me rappelle quelqu'un à côté de moi qui me dit, qui regarde un peu les noms des gens à la télévision, qui dit voilà, celui-là c'est un juif, encore un juif, encore un juif, encore un juif. Voilà une sorte d'obsession. Bien entendu, c'est quelque chose qu'on a envie de savoir. Cette personne est en train de faire une sorte de comptabilité avec laquelle, fondamentalement, je n'ai pas été d'accord. Mais je voulais savoir un peu pourquoi, puisque je ne suis pas adepte de cette histoire qui veut que vous voyez où je veux en venir. Donc, quelque part, je ne suis pas, depuis toujours, je n'ai pas versé dans ce type de vision. Mais, quelque part, en dehors de la curiosité peut-être de savoir, un peu, puisque souvent, on a envie de savoir un peu l'histoire d'une personne qui l'a. Je ne sais pas, quand on vous dit tel nom, il y a des noms qui sont très clairement identifiables comme juifs, mais il y a des noms. Et puis, et quelque part, c'est aussi la curiosité est la même que de savoir qu'un nom est dans une autre langue, un nom germain par exemple, veut dire quelque chose de très... Le nom apparaît comme quelque chose, comme référent à une fonction quelque part, je ne sais pas, le nom apparaît, son nom bien, et puis
Et on apprend que ce nom, en fait, il veut dire littéralement quelque chose de, je ne sais pas, référent à un métier manuel, référent à un bourg. Il n'a aucune, comment dire, il ne peut pas référer à quelque chose d'illustre. Et cette curiosité est la même pour toute chose. Quand quelque chose échappe à notre attention. Je veux savoir, comme le jour où on découvre, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui est un intervieweur politique qui a été important, il s'appelle Duhamel. Duhamel, Duhamel, ça un peu, l'antériorité de la personne est un peu remise en cause. Quand j'ai failli avoir un directeur de thèse qui s'appelait Ducellier. Donc quelque part, le cellier. Il y a tellement de noms qui réfèrent à quelque chose de presque basique. Dupré, quand on voit Dupré, ça fait quelque chose de pas spécialement. Mais quand j'ai appris que le mot, par exemple, Lopez veut dire fils de loup, alors là, puisque les Lopez, il y en a, on considère qu'il y en a beaucoup, et que finalement, le fils de loup, quand j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Wolf, et évidemment c'était un Tchèque, mais j'imagine qu'il avait quelque chose à voir avec la germanité, donc Wolf, je n'ai rien trouvé comment dire, comment on appelle cette famille, il n'avait rien de lycanthrope, je ne sais pas. En tout cas, c'était un être ordinaire. Il n'avait pas cette qualité qu'on conférerait au loup. Une sorte d'esprit de clan, une sorte de capacité une lutte pour la vie, tout simplement, la lutte pour la vie, en utilisant les possibilités qu'on a. Et c'était quelqu'un qui ne savait pas lutter, ou qu'à un moment donné, qui a renoncé à lutter. Et voilà un peu la chose, quelqu'un qui vous met dans quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas tout à fait en accord. Et puis vous ne réagissez pas. Et la chose qui vous reste de cette personne, c'est cela. Vous avez quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui est peut-être plus à même de vous interroger, peut-être de vous aider à faire un peu de l'ordre dans vos idées, savoir faire la distinction entre ce qui est important, quel est simplement vous aider à répondre à la question quel est ton désir essentiel, qu'est-ce que tu veux réaliser. Et en attendant, il y a comme ça des choses qui comment dire, la relation est articulée autour de choses qui sont pour le moins secondaires. Et en plus, le temps va fondamentalement, j'imagine, je prendrais cette personne actuellement, je dirais, voilà, viens voir. Et on va voir défiler. Et non seulement des noms à consonance juive, et puis des mots à consonance arabe. On va dire, tiens, commence à y avoir des noms. Tiens, ils commencent eux aussi. Et là, évidemment, à un moment donné, ça fournit de la matière première à tous les xénophobes. La question, c'est qu'il y a des gens qui sont soumis à un système xénophobe et un système quelque part qui les minore, qui les assujettit, et que
quelque part, eux, ce qui les intéresse partie dans la vie, c'est d'aller dénicher le juif. Voilà un peu une question. On ne voit pas, bien entendu, cette question est antérieure à la question palestinienne. Nous ne nous trompons pas. Nous mélangeons pas les choses. Là, le problème juif, si je puis dire, est préexistant, est antérieur à la question palestinienne et les Palestiniens n'ont rien à voir dans notre rejet ou le rejet de certains vis-à-vis des Juifs et etc. etc. Voilà un peu les choses. Un peu, il ne s'agit pas d'un vagabondage, il s'agit de voir que l'être humain n'est pas est souvent conduit dans des situations, mis devant des choses qu'il n'a pas à désirer. Il se retrouve. Comme je me rappelle cette histoire de raconter hier que j'ai entendu rapidement de Hannah Arendt qui parlait de la banalité du mal. Et finalement, quelque part, quand comment il s'appelle, celui qui a été enlevé et condamné, jugé et condamné, et qu'on a en face de soi un être qui n'a pas l'air monstrueux, voilà, et on doit et quand même ne pas oublier qu'il a contribué à la solution finale et que, voilà, en face de soi, on a quelqu'un qui a l'air d'être humain ordinaire. Comment peut-on ainsi quand voilà, et on participe d'une façon ou d'une autre. Il a dit sa défense, c'est qu'il a exécuté les ordres. J'arrive pas à retrouver son nom. En tout cas, ce n'était pas n'importe quel subalterne. Et il aurait pu s'opposer. Non, il ne s'est pas opposé. Et il a contribué de façon active et il était doté de pouvoirs immenses. Et on ne peut pas dire qu'il a gracié des gens, qu'il a filouté avec sa hiérarchie. Non, rien. Il a suivi les ordres. Et quelque part, on se demande, puisque moi j'ai été un complice, d'une façon ou d'une autre, je ne me suis pas opposé à cette sorte de gymnastique malsaine. Et voilà un peu la chose que on se retrouve. Voilà, dans la vie, on est mis dans des situations qu'on n'avait pas anticipées. On est là, et puis on doit agir avec ce que nous avons. Nous avons une sorte de lâcheté, c'est la lâcheté qui va triompher. Nous avons le courage de nous confronter à ceux qui ne nous plaisent pas, dans le discours ou dans le comportement ne nous plaît pas, on va s'opposer. Mais quelquefois, nous hésitons entre l'opposition et la non-opposition. Nous restons dans un entre-deux pas très confortable. Voilà la chose, comment on peut l'approcher. Évidemment, avec ces mots, quelque part, je dirais, j'avais en tête de faire 4 kilomètres. J'avais en tête de faire, on va dire, 10 kilomètres. Et puis, c'est l'après-midi, j'ai pas beaucoup de temps. Donc si je reste trop longtemps, si je mets un temps assez long pour faire les premiers kilomètres, évidemment, quand je voudrais finir, je serais un peu embêté parce que la nuit serait sur le point de tomber. Et quand on a dans ce type de promenade, quand on reste longtemps sur quelque chose,
après, on a du mal à reprendre l'essentiel auquel on avait pensé. On se retrouve un peu, voilà, j'avais envie d'aller quelque part, et puis sur le chemin, je me suis arrêté parce que j'ai vu quelque chose qui m'a intéressé, puis j'y resté, plus que je ne pouvais anticiper. Je suis là, je regarde, je regarde. Et voilà donc un peu le propos. Et en fait, le propos n'était pas cela. Toujours apporter, comme si automatiquement on se déportait. Il faut toujours apporter des corrections. Et il y a une force dans les mots qui nous déporte de notre propos principal. Alors que moi je voulais parler d'une sorte de force autre qui est non pas l'entropie, puisque j'en ai déjà parlé, mais une force un peu de contrariété. Il y a un principe de contrariété qui fait que l'on participe de sa propre ruine, un mot que j'ai jamais utilisé, la ruine, hein, on participe de sa propre déchéance de façon, comment dire, de façon inconsciente. De façon inconsciente, mais persistante. Chaque petite inflexion que nous donnons à notre orientation, chaque fois que nous changeons un petit quelque chose, voilà que nous participons de cette chose qui va devenir une réalité beaucoup plus tard, qui va vraiment s'illustrer et apparaître dans toutes ses dimensions des décennies plus tard, comme en ce moment où je me retrouve forcé de parler à moi-même parce que j'ai échoué à parler au présent. Je parle à d'hypothétiques interlocuteurs et cela est de beaucoup de façons quelque chose d'inutile et de superflu, mais je n'ai que cela. Donc, quelque part, voilà un peu la force, cette force qui fait que, qui consiste beaucoup à, finalement, il y a une sorte, je voulais dire, quelque chose qui est, un jour, quelque chose comme ça a circulé, la mort du père. Comme ça, comme des idées qui traînent. La mort du père, nous n'avons pas parlé de la mort métaphorique, mais de la mort physique du père. Quelqu'un ne devient père qu'à partir du moment où son père meurt. On n'est plus dans les conditions de passage de témoin, c'est-à-dire le père étant le détenteur des biens, et le fils n'entre en jouissance des 10 biens qu'à partir du moment où son père mourrait. Aujourd'hui, avec la retraite, on peut transmettre. Mais dans une certaine époque, il ne s'agissait point de transmettre la jouissance de son vivant. Il fallait attendre la mort du père. Or, nous ne sommes plus dans ces situations, et pourtant, nous fonctionnons de la même façon. Et en tout cas, il y avait ce discours qui disait « La mort du père permet au fils de devenir, d'accéder à une sorte de rang, une sorte de statut qu'il ne pouvait pas avoir tant qu'il était toujours considéré comme un fils. Et fils, cela veut dire, quelque part, une sorte, l'aveu d'un assujettissement, l'aveu d'une sorte, l'acceptation d'une sorte
hiérarchie, l'inscription dans un ordre hiérarchique, ne serait-ce que par les voies de la biologie. En tout cas, les choses sont... ce n'est pas vrai. Le problème, c'est plutôt nous, la vision. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans la façon avec laquelle nous fonctionnons. Et nous avons quelque chose qui est là évident. Nous avons la capacité, le pouvoir de voyager dans le temps et dans l'espace de façon évidemment mentale. Et ce pouvoir est donné à tous et ça nous singularise. Nous pouvons voyager ou à certains moments de notre vie faire comme ça en un clin d'œil mental, faire une sorte de retour en arrière de plusieurs dizaines d'années sans effort. Mais en même temps, l'idée que nous faisons de nous-mêmes, le regard que nous avons sur nous-mêmes, c'est un regard qui n'est pas inscrit dans la réalité du temps biologique. Nous sommes devenus des vieux. Nous avons une stature, nous fournissons une image à l'autre. L'autre a une idée de ce que nous sommes, physiologiquement parlant, des gens adultes, très adultes. Et pourtant, nous-mêmes, nous ne fonctionnons pas du tout de la même façon. Parce que nous avons en mémoire des adultes qui resteront éternellement plus adultes que nous. Au moment où cette image s'est inscrite à jamais, c'est gravé à jamais dans notre mémoire, c'était peut-être, comment dire, à un âge où nous sommes quelque part, l'image qui nous a frappé est une image quelque chose qui s'est produite quand ces mêmes adultes avaient, on va dire, entre 40 et 50 ans. Et pourtant, nous avons dépassé 50 ans. Et pourtant, nous sommes plus âgés. Au moment où nous sommes plus âgés que cette image, quelque part, je n'arrive pas à le dire, et en fait, nous continuons de fonctionner comme des petits. Donc finalement, la mort du père ne change rien. Nous fonctionnons d'une façon qui n'est pas facile à expliquer, à détailler la preuve, et c'est que je peine à le faire. Et donc, l'image, c'est que ces adultes, à un moment donné, imaginons que ces adultes eux-mêmes sont évidemment pris dans ce même type de, j'allais dire, de temporalité imaginaire, j'en sais rien comment le dire. Ils sont eux aussi, et s'inscrivent dans une vision. Eux aussi, ils ne se voient jamais comme... nous voyons des gens. Nous avons vu des gens quand nous étions beaucoup moins âgés. Ces gens, à un moment donné, ils nous ont frappés parce qu'ils étaient en train de parler ensemble et il y avait quelque chose. Et pour nous, ça a symbolisé la rencontre de deux adultes. Et pourtant, nous avons, une fois que nous avons atteint leur âge et même dépassé cet âge, nous continuons toujours de les considérer comme nos adultes. Ainsi, nous serions toujours les petits face à des gens plus grands qui eux-mêmes se considèrent comme des petits, sûrement, face à d'autres gens, et ainsi de suite. Finalement, nous sommes toujours dans une position, j'allais dire, inférieure. Et pourtant,
d'autres gens plus jeunes vont nous voir, parler, agir, et en eux va s'inscrire une image, va se graver une image qui va devenir la référence permanente de ce qu'est un adulte, de ce qu'est une rencontre entre adultes. Et cela va se produire sans que nous le sachions. Évidemment, nous ne pouvons pas décider, tiens, aujourd'hui je vais faire ces choses-là pour obtenir cet effet-là. Cela se fait quelque part au hasard, en fonction d'éléments que nous ne pouvons pas maîtriser. Ainsi, quelque part, l'adulte, il lui arrive de dire des choses, il lui arrive de les dire avec, de les appuyer, de dire des choses très fortes, et pourtant, son idée n'était pas de dire, de dire cette chose-là, il ne l'a pas pensé de façon littérale, il l'a dite de façon un peu, parce qu'il a eu envie de jouer avec les mots, parce qu'il a eu envie de produire un effet, il a envie d'amplifier un effet, mais c'était entre quelque chose qui ressemblerait à du jeu, encore avec les mots, avec les effets. Je fais de l'effet. Et pourtant, le jeune qui va recevoir cette parole va la prendre comme quelque chose ainsi. Par exemple, j'aurais été voir une pièce de théâtre, des rôles joués par des gens, et pour moi, comme ça m'était arrivé, une fois j'avais vu quelqu'un habillé d'une certaine façon, à la mode d'un certain âge, et puis dans une pièce, une fois que je l'ai vu habillé comme tout le monde, j'ai été déçu. En quelque part, les adultes jouent à des jeux. Évidemment, comme quelqu'un, voilà, au théâtre, il a un rôle. Il a un rôle et puis il joue le méchant, il joue quelque chose et nous aurions tort de le confondre lui et le rôle qu'il joue. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Les adultes jouent un rôle et à un moment donné, nous sommes, en tant qu'enfants, nous sommes une sorte de public crédule. Ça marche sur nous. Et ça fonctionne bien. Donc, finalement, dans cette affaire, il s'agit, voilà, quelque chose qui est prise comme une sorte de réalité. Le meurtre du père, voilà, ça vient aussi, là aussi, de cette fable freudienne qui consiste à dire, oui, voilà, le meurtre symbolique, le meurtre physique, qui veut dire le meurtre symbolique, etc., du père, le père de la horde primitive, et toutes ces insanités-là qui s'accrochent et qui font système et qui font... il y a trop de choses qui nous arrivent et qui parasitent un peu et qui prennent une trop grande place. Si moi, je dis de façon sans le penser, je voudrais la mort de mon père, imaginons que mon père l'entende, que cette parole lui soit transmise, sa réaction serait totalement, effaré, il serait effaré. Et pourtant, ce n'est point la vérité. La vérité, elle est toujours ailleurs. La vérité, c'est que, au minimum, nous ne savons pas ce que nous voulons. Celui qui doit comprendre son fils, il n'y a pas quelqu'un qui puisse comprendre son fils mieux qu'un père. Parce que nous passons tous plus ou moins par les mêmes situations. Chaque fils aura un moment de sa vie souhaité la mort de son père, mais sans la souhaiter.
Évidemment, c'est un drôle de souhait. C'est quelque chose qu'on souhaite, mais qu'on aimerait pas que ça se réalise. Voilà une chose devant une contrariété. Imaginons, je me suis mis comme ça. J'étais à la campagne, je voyais les avions, une longue traînée dans le ciel, des avions à des milliers de mètres d'altitude, et je pourrais dire, tiens, j'essaie de voir si j'ai un pouvoir. Si j'ai un pouvoir, si je peux exercer un pouvoir sur cet avion. Voilà la petite chose un peu qui ressemble à ce désir du meurtre du père. J'ai le pouvoir, imaginons que je veuille vérifier si j'ai ce pouvoir. Ce pouvoir consiste à influer sur la matière, à faire en sorte que la matière subisse la force de ma volonté. Si je fais tomber l'avion, c'est que j'ai du pouvoir, mais en même temps, j'ai porté atteinte à des centaines de gens. J'ai causé une catastrophe. Donc finalement, je ne peux pas recueillir les mérites de mon pouvoir. Mon pouvoir est d'essence criminelle et quelque part, il est marqué par une sorte de crime sans comment dire, un crime absolu. Et si je n'ai pas de pouvoir, je suis satisfait en même temps. Parce que, au fond de moi-même, c'était juste un jeu. C'était juste un moment. Là, des choses qui se sont un peu mis en place parce que je suis là et je vois un avion très haut dans le ciel et quelque part je pourrais aussi m'orienter, mais je ne le fais pas. Essayer de voir qui peut être dans l'avion, les gens qui vont peut-être la vie va changer suite à ce voyage, etc. Le père, quand nous avons la contrariété avec le père, avec un adulte, nous ne pensons pas, oui, peut-être que ce père-là, en fait, il reproduit quelque chose qui lui est arrivé. Il se comporte comme son propre père s'est comporté. Et vis-à-vis de lui, ou par exemple, on pourrait dire que la force de la contrariété est telle que ça le force. Il ne fait pas les choses par plaisir, il le fait contraint. Donc quand nous avons une contrariété, nous ne résolvons pas la contrariété par une sorte d'acte irréversible, par une sorte d'acte dont les conséquences seraient sans commune mesure avec la contrariété elle-même. La contrariété peut passer, mais par contre, ce qu'elle pourrait nous avoir fait faire, lui, va persister. Donc, nous devons vivre avec la contrariété et attendre qu'elle passe, sans que cela nous force à faire quelque chose que nous pourrions être amenés à regretter. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, j'arrive pas à retrouver l'idée qui était voilà, à un moment donné, avant de commencer cette prise de parole, j'avais pensé. Et évidemment, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas vraiment quel est le meilleur choix et quel est le meilleur environnement. Un environnement dans lequel il n'y a rien de préexistant à ce que nous pourrions découvrir par nous-mêmes, ou un univers déjà rempli de références, de choses conseillées, de choses déconseillées, de choses autorisées, de choses interdites. Ainsi, par exemple,
dans cette histoire d'ange gardien, il y a, je ne sais pas ce que ça recouvre, l'ange gardien. Dans ma mythologie personnelle, à moi, dans ce qui m'a été transmis, il ne s'agit point d'ange gardien, protecteur, il s'agit d'ange contempteur. Ainsi, comme toujours dans cette binarité, dans cette dichotomie classico-classique, c'est toujours l'ange de droite qui est chargé de noter les bonnes actions et l'ange de gauche qui est chargé de noter les mauvaises actions. Ce sont des anges. Ainsi, par exemple, ils ne rentrent pas dans les lieux, ils sont toujours là, ils nous accompagnent du début. À partir de quel moment le début? En tout cas, je n'ai pas posé la question et on ne me l'a pas dit. On ne m'a pas donné les détails et on a dit ils sont toujours là. Évidemment, normalement, je ne sais pas, après la phase phallique, j'en sais rien. En tout cas, comment on peut les faire coïncider avec les différents âges de la vie enfantine, j'en sais rien. À quel moment, comme pour ces histoires d'avortement, à quel moment l'enfant peut-il être considéré comme responsable de ses actes? À partir de quel moment il entre dans la conscience? Il peut être soumis un peu au jugement, et à quel moment on peut lui appliquer les règles de la morale, etc. etc. Donc, à partir de quel moment les anges contempteurs agissent, interviennent et commencent à enregistrer, à noter. En tout cas, il y a des endroits, voilà le côté un peu la petite suite à l'affaire, c'est que ces anges-là ne rentrent pas avec nous dans les lieux d'aisance. Ils ne rentrent pas dans les lieux qui sont considérés comme des lieux comportant une part d'impureté. Et ça peut, et l'idée m'a conduite à penser, comme j'imagine des centaines de milliers d'enfants de mon âge, ou dans cette catégorie d'univers culturo-symbolique, penser que à ce moment-là, dans le lieu d'aisance, je peux faire un peu ce que je veux. Je suis libre. Je peux me livrer à des actes ou à des pensées. Je n'ai pas posé la question. Or, ces gens-là, ils enregistrent, ils prennent compte des intentions ou des actes. Voilà un peu la question à laquelle je n'ai pas pensé. Mais en tout cas, donc, c'était en termes d'actes, ou alors en termes d'actes transgressifs. Et cet acte peut être considéré comme uniquement en parole, et pas seulement en intention, pas seulement en infraverbal, mais verbalisé, dit à voix haute, je peux dire, Dieu n'existe pas. Voilà un peu le défi ultime. Quelque part nier l'existence de la divinité. Le crime qui peut être considéré comme le plus absolu. Je peux nier, voilà. Mais est-ce que je peux le dire très fort? Est-ce que je dois le dire un peu, parler dans une certaine, comment dire, je ne peux pas le crier parce qu'ils sont à côté, ils ne sont pas dedans avec moi, ils peuvent entendre les choses auxquelles on peut penser. Et c'est, comment dire, comment il peut y avoir un petit... Alors à quoi j'ai pensé? Comment j'ai pensé à ces anges gardiens? J'ai pensé... Et ça reste toujours cette histoire de nier la divinité. Ce n'est point... c'est un défi qui est lancé aux adultes. Un peu... c'est une demande d'une réponse qui serait une réponse
qui n'est pas définitive, mais une réponse qui est inclusive, dans le sens où qui laisserait un peu à respirer cette partie un peu inquiète. Si Dieu n'existe pas, c'est quand même assez grave, assez perturbant. Et ce n'est pas possible que Dieu ne puisse pas exister. Parce que sans cela, le monde n'aurait aucun sens. Dieu, voilà un peu la chose, une sorte de réponse, une sortie, un peu quelque chose qui permet de gérer un peu cette question comment dire, si difficile à régler. Il existe, n'existe pas, il existe, mais comment, de quelle manière, etc. Comment doit-on le considérer, comment s'adresser à lui, finalement, quels seraient les domaines d'intervention de Dieu et les domaines dans lesquels domaines qui ne le concerneraient pas. Il pourrait y avoir des domaines, on va se dire, ah, tiens, ce n'est même pas une histoire de libre arbitre, mais des domaines où il ne voit pas d'intérêt à intervenir. Parce que, j'en sais rien, il y a quelque chose qui, à un moment donné, si Dieu existe, quelque part, il a donné à l'être humain la capacité, à travers les mots, bien entendu, les mots sont limités, mais ils sont d'une grande souplesse, malgré leurs limites. Ils permettent notre capacité de jouer avec les mots, nous permet de déplacer les mots qui étaient dans un certain ordonnancement, qui était là pour interdire, pourraient être un peu déplacés et devenir beaucoup moins interdictifs. Et voilà qu'il y a la possibilité pour les convaincus et les moins convaincus de vivre ensemble, de se côtoyer sans s'opposer de façon frontale. Et l'intérêt que j'ai, moi, à dire ces mots, à avoir ce vagabondage moétal, ça me permet de pousser un peu les hypothèses jusqu'à un point qui n'est jamais ultime, parce que à chaque fois, je découvre que je peux pousser un peu plus loin une idée, mais que ce n'est qu'une sorte d'arrangement provisoire, ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Je suis assez... quelque part, j'essaie d'avoir une pensée, là je ne peux pas répéter le mot inclusif, mais intégrative, dans le sens où qui permet un peu de faire coexister les différents registres de la réalité ou de la perception. Parce que tout cela, finalement, ça m'a fait penser à... J'ai vu un enterrement et ça m'a fait penser à ce qu'avait désiré un poète avec sa femme, qui désirait ne pas être enterré dans un cimetière confessionnel, un cimetière musulman. Quelque part, il voudrait échapper au rituel. Mais fondamentalement, comme cette histoire, il y avait... le rite est tellement simple, il n'est pas compliqué, il ne faut pas croire que c'est un rite. Pendant la vie, il y a des rites qui peuvent vous mutiler. Ça, c'est clair que c'est un choix difficile, c'est un choix qui a des conséquences. Mais dans la mort, je veux dire, les traitements, après le corps, il s'autodétruit lui-même. Il n'a pas, personne n'a d'action sur lui. Il, quelque part,
un trou dans un cimetière confessionnel ou un lieu qui ne l'est pas, un corps se comportera de la même façon, peut-être en fonction de l'humidité du sol, de l'acidité du sol, des choses dans ce genre, mais fondamentalement, rien ne ressemble à un trou qu'à un autre trou. Peu importe qu'on mette au-dessus du trou, au-dessus de la motte de terre, qu'on mette un symbole ou un autre. On peut mettre un symbole, ça reste après tout quelques signes, et ces signes-là, ils n'ont une signification que pour ceux qui les comprennent. Et puis, fondamentalement, comment dire, on appartient à un collectif. Qu'on soit un peu, qu'on y appartient de façon, j'allais dire, totale, ou qu'on lui appartienne de façon plus ou moins réduite, ça n'en fait pas moins qu'on appartient à ce collectif. Parce qu'on a recours, parce qu'on a été élevé dedans. La religion n'est qu'une partie. Bien sûr, une partie structurante, importante, envahissante même, mais c'est une partie. Et il y a tellement de choses qui sont tout aussi opérantes que ce n'est pas la peine. Si on a l'être humain, il ne faut pas qu'il se considère plus qu'il n'est. Il n'est fondamentalement à rien, ou alors il est beaucoup, mais cela, en fin de compte, n'a aucun, comment dire, qu'on se considère comme un peu à l'image de Dieu, qu'on considère comme la création, quelque chose comme un achèvement, comme une sorte de perfection, qu'on se considère comme l'être le plus intelligent, peu importe le statut qu'on s'accorde, font... Aujourd'hui, on insiste beaucoup plus sur le fait d'intégrer l'être humain à quelque chose de beaucoup plus global. On s'intègre au monde du vivant, mais encore du vivant organique, avec des composantes minérales évidemment, mais il y a des choses... nous signifions beaucoup et en même temps nous signifions pas grand chose. Alors tout ce que nous pouvons faire, les oppositions que nous pouvons conduire, les refus, et finalement le refus et le non-refus, voilà la loi de l'entropie, comment elle peut s'intégrer là-dedans. Finalement il y a des forces aplanissantes, on va dire. Plus la montagne va croître, plus elle va décroître. Et les forces d'érosion, voilà, l'entropie, c'est une force d'érosion qui lisse tout. Fondamentalement, nous sommes à un moment donné, nous appartenons à ce moment dans le temps, mais lui-même, ce moment n'a aucune importance puisqu'il s'inscrit dans une temporalité que nous ne pouvons pas imaginer, que nous ne pouvons pas même pas approcher, même de façon théorique. C'est la durée, et la durée est quelque chose qui est au-delà de ce que nous pouvons essayer de mettre en place en termes d'hypothèses, en termes d'expérience et tout cela. Donc finalement, quelle est la durée de vie d'un rite? La durée de vie, un rite, quand on voit qu'il est né, qu'il est apparu à un moment donné, qu'il s'inscrit dans le temps, même le rite le dit. Le rite lui-même le dit. L'inscription dans le temps,
évidemment inscription dans l'espace, inscription dans une langue, et cette inscription fait qu'il est un élément qui a un début et que par définition il aura une fin, ou alors il est apparu dans une forme et avec l'intervention de cet élément qui est la temporalité, il change, soit il devient de plus en plus lourd, de plus en plus chargé, soit mais il ne reste pas tel qu'elle a été. Ainsi, voilà, si je peux, quelque part, l'islam, quand il est apparu, il était quelque part simple, et au fur et à mesure, il est devenu multiple, divers. Il y a énormément de choses, énormément de bifurcations, il y a énormément de divergences, il y a énormément de voies qui sont toutes issues de l'islam. Même le baïsme est issu de l'islam, et voilà quelque chose. Le sikhisme est issu une partie de l'islam aussi. Il y a des choses comme ça qui font qu'à un moment donné, l'élément temporel. Alors, ceci en l'espace de moins de 2 millénaires. Alors, imaginons dans 5 millénaires, dans 10 millénaires, comment les choses vont être. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir quelque part vouloir fixer quelque chose, parce que le fixe n'existe pas. Et ces forces-là en action, voilà, en fait, mon idée, je ne sais plus exactement laquelle. Donc, c'était les choses qui font qu'on a envie d'avoir un contrôle sur notre destinée. Nous sommes souvent préoccupés par des choses d'un ordre très grand, d'une certaine dimension. Et pourtant, les choses qui agissent, ce sont des choses, les éléments invisibles qui vont avoir une plus grande action. Une action finalement qui est l'action la plus déterminante sur nous. Ce sont comme cette histoire de la CIA au Nicaragua, qui avait qui avait inondé le pays de manuels de sabotage, mais de micro-sabotage. Voilà un peu tout ce qui est. Ce n'est pas le sabotage qui était par exemple celui pratiqué par les Français contre les forces d'occupation ou contre l'État collaborationniste. C'était qui vraiment va occasionner des dégâts d'un certain niveau. Là, c'est juste, j'imagine, si laisser couler de l'eau. Simplement, peut-être laisser la lumière allumée. Et un peu épuiser le pays, l'économie du pays. Introduire une sorte de mécanisme à retarder. Ce n'est pas dérailler un train, c'est le retarder. Tout simplement le retarder par quelque chose qui ne peut pas être découvert, qui est minime. Des micro-sabotages. Et voilà des micro-actions qui se produisent dans notre vie et qui vont finalement produire un effet. J'imagine que quelque part une stratégie peut être couronnée de succès ou pas, ou avoir du succès jusqu'à un certain point. Nous ne pouvons pas toujours, nous pourrions tomber dans une sorte de rêverie. Non, on peut faire des choses, mais un gouvernement peut quand même continuer d'exister parce qu'il aura trouvé
les moyens de faire face. Si nous laissons la lumière allumée, voilà j'imagine, la lumière allumée dans un lieu administratif, ils n'ont pas ce choix parce que sinon, si on est chez soi et qu'on laisse la lumière allumée, c'est nous qui allons être impactés. Mais laisser la lumière allumée dans un bureau administratif, donc c'est l'administration. Voilà un peu, c'est combattre un peu l'État. L'État dans... mais il peut y avoir une sorte de... Il peut quand même y avoir des éléments qui se situeraient sur un autre niveau et qui seraient, eux, déterminants. À un moment, nous avons toujours la possibilité, par exemple, Cuba, c'est Cuba. Et ce qui a fait le plus de mal à Cuba, ce n'est pas les micro-sabotages et le blocus états-unien, c'est plus l'effondrement de l'URSS. Évidemment, quand l'URSS a été poussé vers ce destin-là, ce n'était pas pour pouvoir, c'était pas directement, on n'avait pas pensé qu'on allait obtenir par la même occasion comment dire, qu'on allait gagner en même temps Cuba. C'est un effet secondaire, mais l'essentiel c'était de mettre à genoux l'URSS. Et, quelque part, la chose, nous avons à des moments, je ne sais plus comment articuler cela, je commence à fatiguer, nous avons à quelques moments, nous sommes devant, nous avons des opportunités importantes. Et nous devons, quelque part, ce n'est pas des micros, c'est de l'ordre de quelque chose de vraiment important qui arrive. Quelqu'un qui nous propose quelque chose et quelquefois il s'agit d'une chose qui a un potentiel intéressant pour nous et pourtant nous délaissons cela. Pourtant nous ne donnons pas d'importance à cette histoire-là. Et finalement, cela disparaît au milieu de toutes les choses. Ainsi, on ne sait plus, à un moment donné, faire la différence sur ce qu'on aurait pu, ce qu'on a minoré, ce qu'on a négligé, ce qui, parmi ce qu'on a négligé, ce qui était réellement déterminant et ce qui l'était moins. Il peut y avoir une sorte de confusion. Et il peut y avoir, on peut imaginer qu'il y a des situations dans lesquelles l'être humain, il est pris, il n'a pas besoin de micro-actions qui viendraient d'ailleurs, il est vaincu par ses propres contradictions, par ses incapacités à se décider. Quelqu'un qui reste un peu dans une sorte d'attente. Je mets tout en place, j'ai un invité, j'ai tout disposé pour faire un bon repas, mais pourtant, je ne sais pas. Soit toute mon énergie est passée dans la préparation, et au moment où je dois passer à la phase de réalisation, je ne passe pas, soit je ne sais pas. Je me dis, l'invité n'a qu'à participer avec moi, et puis je me dis, ouais, finalement, si je fais ça, je reste à regarder la chose telle qu'elle est, comme ça. Et je commence à rêvasser, et oui, ce poulet-là, il a couru ou il n'a pas couru, ce raisin, il vient peut-être de Corinthe, ou j'en sais rien, je commence, et puis Corinthe, c'est les Corinthiens, et puis les Corinthiens, c'est la Grèce, puis machin, et tout, et puis la Méditerranée, et puis je commence
Je suis là et puis je suis plus là. Mais je ne sais pas, il peut se produire n'importe quoi et qui fait que il y a un effort qui a été fourni, mais qui n'a pas été poursuivi jusqu'à sa conclusion. Et tout est perdu finalement. L'invité, il va pas se dire, il y a quand même quelque chose. Bien sûr, il se dit, je suis arrivé à l'heure où arrivent tous les invités et je m'attends à ce que tout soit prêt. Bah alors là, je m'en vais. Je vais pas me mettre à cuisiner ou je vais pas attendre 2 heures, je vais aller manger ailleurs. Quelque part, la vie, si on prépare tout et on attend, et puis la vie, un jour, il y a quelque chose, et on a un autre moment, et si on laisse passer ce moment-là, après, rien n'est plus possible, rien n'est plus maîtrisable. Et, je ne sais pas, dans ce vagabondage moétal, comme il n'y a pas de notes, on pense à quelque chose qu'on a envie de mettre, d'intégrer, et puis finalement, on ne l'intègre pas parce que ça ne vient pas à l'esprit, ou parce qu'on est resté trop longtemps avec un mot, avec un ensemble de mots. Et voilà les choses. Ce qu'il y a en fait dans cet exercice, c'est euh, il y a des transformations. Au départ, il peut y avoir, il peut un peu se substituer à quelque chose qu'on aurait peut-être voulu faire, mais qu'on n'a pas les moyens. Euh, je ne sais pas, une sorte de transmission de personne à personne. Et puis même, dans l'idée de cette transmission un peu particulière, il peut y avoir comme ça des éléments bien clairs, une volonté de produire un discours, puis finalement, c'est pas qu'on dévalorise cette envie-là, mais qu'on passe un peu à autre chose. On n'est plus monopolisé par ce désir-là, ce désir de transmettre. D'abord, on fait une sorte d'existence, un peu une sorte de moment qu'on passe avec les mots, et surtout avec c'est d'une certaine façon à cela que servent les gens. Et il y a comme ça, comme une sorte de montée progressive. Au début, c'est pas que nous n'avions rien. Nous naissons avec les mots. Le problème, c'est que on n'a pas besoin de l'école pour apprendre les mots. Quand on voit un enfant, il a en sa possession toute la langue. Et puis, on lui dit, voilà, maintenant il faut apprendre l'alphabet pour écrire cette langue. Donc finalement, il régresse. Il devient un apprenant qui a de la peine. Alors que pour apprendre les mots, il n'a aucune peine. Il a progressé d'une façon fulgurante. Et on peut avoir justement un problème, quelqu'un qui pratique la langue, mais qui a du mal à lire ou à écrire. Parce que c'est là quelque chose qui n'est pas, qui est une sorte de retour, même pas à une phase première, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Mais avec les mots, malgré tout, avec les mots, ce qu'on aime faire avec les gens, c'est comme avec cette association d'idées, comme avec cette soi-disant psychanalyse, avec cette chose-là, psychanalyse, auto-analyse, peu importe. Et c'est quelque part, on a à un moment donné une approche. Et puis, cette approche, on s'en contente. On la produit, on la fait exister. Et puis, c'est pas
qu'elle va être éteinte par le phénomène de l'entropie, mais c'est qu'elle va se révéler. Avec le temps, elle va se révéler. Imaginons un tableau qu'on a peint, mais qu'on a peint dans une ambiance lumineuse particulière. Et en le mettant, en le changeant d'endroit, on va se rendre compte que certaines couleurs ne s'expriment pas aussi bien. Voilà, on va dire, en pleine lumière, il y a certaines couleurs qui paraissent fades, et d'autres qui étaient pas tellement beaux, et voilà, il devient éclatant. Est-ce qu'on garde le tableau tel qu'il est, ou est-ce qu'on va porter des rectifications pour qu'il puisse, en fait, finalement, toujours paraître parfait dans n'importe quelle ambiance lumineuse. Et voilà un peu, il y a une quête, une sorte d'effort poursuivi pour essayer d'articuler la meilleure approche des choses. Et quand on rencontre quelqu'un, on essaie d'introduire une sorte d'apporter de nouveaux éléments et en fait finalement de reconsidérer les choses qu'on a un moment laissées telles qu'elles est, telles qu'on les a telles qu'on les a mis en forme, et à un autre moment on a envie de les reprendre. C'est quelque chose qu'on ne cesse de façonner. Voilà, et jusqu'à... parce que c'est un travail qui ne s'arrêtera jamais. Et on peut évidemment prendre quelque chose d'ailleurs et voilà, avoir comme ça une sorte de réponse prête à l'emploi. Et puis certains font comme ça leur suffit. Et pour cela, ils vont citer tel ou tel penseur, tel ou tel approcheur, et finalement, ils ne vivent pas, ils interprètent. Ils interprètent les pensées d'autres personnes. Et on peut avoir pour soi-même l'envie de ne dire et de ne formuler que ses propres attendus, ses propres pensées, ses propres hypothèses, quitte à peiner, quitte à prendre un temps considérable pour essayer de les faire progresser. Évidemment, l'idée d'une progression un peu en continu est une idée un peu illusoire. C'est un peu... Il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose de parfait, il s'agit juste d'avoir des réponses adaptées à la situation dans laquelle nous sommes. Des réponses qui puissent nous donner la possibilité de ne pas être, dans le sentiment de l'impuissance, le sentiment de l'irrésolution, le sentiment de l'inaccomplissement. Un moment, voilà quelque chose. C'est toujours, par exemple, quand on n'est pas bon cuisinier, comme quelqu'un qui se dit « je n'ai pas la main verte », mais quand on fait ce qu'on fait, on le fait quelquefois comme d'autres le font, et pourtant, on a essayé de mettre... et le résultat n'est pas satisfaisant. Le résultat, quand on le goûte, on n'est pas... non, on n'est pas satisfait. Et voilà un peu la pensée. On essaie de fournir un effort, et puis finalement, au moment du passage, au moment de la réalisation, il peut y avoir le sentiment qu'on a raté quelque chose. Et peut-être c'est ce ratage-là qui donne, je sais pas, voilà, il y a toujours ce sentiment de devoir encore s'améliorer, de devoir peut-être demander de l'aide, de demander à l'autre comment il fait.
Voilà, et ce vagabondage moétal se termine pour le moment. Et évidemment, c'est quelque chose qui ne remplacera pas une conversation, mais une conversation, je ne sais pas, ça implique une sorte de dépendance, une sorte de... il faut, quand on... Il y a tellement de choses à gérer quand on doit prendre en compte la psychologie et la spécificité d'une personne. Et on peut dire un mot comme ça, on peut vouloir produire un jugement. Il suffit qu'on ait un peu, tiens, tu as forcé sur le dièse, tu as trop forcé sur le dièse et c'est pas bon. Tu dois tout reprendre. Et il suffit quelquefois d'un mot pour que finalement l'impression finale de la personne qu'on a côtoyée sera une impression pas très favorable. Voilà, il suffit d'une fausse note pour que toute l'exécution soit considérée comme encore à perfectionner. Et voilà, un moment embarrassant. Voilà, on va dire cela. Il y a eu un moment embarrassant, c'était très bien, mais il y a eu un moment embarrassant. Et ce moment, on va toujours le ressortir. Et voilà, le risque, c'est devant cette... c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on enregistre quelque chose qui va rester tel quel, et pourtant, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de problème. Et quand on dit, parce que cette chose-là, une fois, si on a envie de l'effacer, on l'efface, c'est comme si elle n'a jamais existé. Mais quelqu'un à qui on aurait dit quelque chose de particulier, le concernant ou directement ou pas, il risque de conserver cette chose-là pour le restant de ses jours, et cette chose peut quelque part ne pas nous favoriser. Alors, toujours, comment quelque part comment déterminer les contours d'un bon échange, comment faire en sorte que l'échange il soit équilibré, et comment, par exemple, comme maintenant, comment mettre fin à un échange. Il s'agit là non point d'une sorte d'arrêt ou une sorte d'interruption dans la production des mots, il s'agit plus d'une sorte de volonté de prendre un peu de repos, dire ça y est, j'ai assez parlé. Simplement, je peux encore parler, mais j'ai assez parlé. Et on ne peut pas dire ça à quelqu'un, on a assez parlé, et tiens, on n'a qu'à parler, on n'a qu'à reprendre plus tard. Si cette chose-là m'est dite à moi, ça va m'offusquer. Si c'est moi qui l'a dit à l'autre, ça va l'offusquer. C'est toujours un problème. Et puis avec ces propositions, avec ces... on peut changer. On peut changer tout en restant le même, bien sûr, mais on peut varier. Avec quelqu'un, quelquefois, ce qui est problématique, c'est la capacité de l'autre à apporter du nouveau. Il y a des gens qui sont tellement dans le récit, dans le rapport à eux-mêmes, qu'ils sont incapables de voir qu'ils sont dans la répétition et qu'ils le sont peut-être depuis très longtemps. Cette répétition, il faut absolument introduire le principe d'une sorte de provisoirité dans le rapport qu'on a à nos affirmations. Une affirmation, elle doit avoir une durée de vie limitée. Ce que j'ai produit à un moment donné, il est quelque part rattaché à ce moment. Et je ne peux pas m'en réclamer de façon prolongée. Je dois le contextualiser et
l'intégrer à quelque chose, et si je le reconvoque, c'est uniquement en tant qu'élément secondaire et non pas en tant qu'élément fondateur. Je dois produire, recentrer, produire chaque fois comme si je devais quelque part, ce qui était un élément porteur devient un élément secondaire. Et de nouveau produire d'autres fondations pour essayer peut-être d'établir l'œuvre la plus grande, l'œuvre la plus étendue possible, cette œuvre qui est celle de la compréhension de soi, la compréhension de soi dans notre rapport au monde, dans notre rapport à notre fondamentaux, dans notre rapport à notre histoire, dans notre rapport à notre inscription dans tel ou tel espace culturel ou politique ou autre, et voilà. Mais, comme dirait l'autre, stop.